Ok, écoute, bonsoir Joël, je suis très content de t'accueillir à l'émission Parole de salarié d'Espace Mars. Tu es maintenant le septième, huitième ou neuvième invité et donc c'est toujours avec plaisir que l'on dialogue effectivement avec quelqu'un qui est dans la vie active, qui est relativement jeune, qui effectivement est confronté à des évolutions de son entreprise, qui aussi est confronté à des mutations, je dirais, dans les comportements des salariés, l'évolution y compris de l'organisation du travail avec plusieurs statuts. On parlait tout à l'heure en off de la question du logement. Enfin, voilà. Écoute, tu as libre parole et tu as le temps que tu veux pour nous parler un petit peu de tout ça, de ton métier, de ton travail y compris, parce que parler de l'entreprise dans laquelle on bosse et des missions qu'elle porte, c'est tout aussi important, je dirais, que de parler en même temps des revendications salariales, des revendications sur les conditions de travail, sur les perspectives, y compris de l'entreprise. Enfin, voilà, à toi la parole. Bonjour Dominique, merci déjà pour l'invitation et de pouvoir participer à cette rencontre. Alors, oui, je vais me présenter succinctement. Je m'appelle Joël Vignori. Je travaille à la SNCF depuis février 2000. J'ai passé 20 ans à Poitiers et je suis depuis 2020 à Bordeaux. Je suis rentré dans l'entreprise en tant qu'agent mouvement, on appelait ça, avec une formation qui me permettait de tenir un poste d'aiguillage, d'aller livrer des rames chez les chargeurs fret, d'envoyer les trains sur les quais dans les gares. J'ai commencé au fret, j'ai été à la circulation dans les postes d'aiguillage et je suis reparti au fret un certain nombre d'années. J'ai été au fret jusqu'en 2006, à la période d'ouverture à la concurrence du fret que j'ai connue. Et c'était une période de travailler dans cette filière-là à la SNCF jusqu'en 2010. Moi, je trouvais ça très intéressant puisque justement, on était formé à plusieurs métiers et ça nous permettait d'avoir une vision assez globale du système, d'être en relation tant avec des usagers dans la gare qu'avec des chargeurs fret, ou de faire passer des trains dans les postes d'aiguillage avec des responsabilités sur la sécurité. Mais ça nous faisait tout voir, donc c'était plutôt une période très intéressante et malheureusement, les diverses réformes se sont mises en place à la suite de ce qu'on appelle les paquets ferroviaires issus de la Commission européenne et on nous a séparés. C'est-à-dire que les agents comme moi qui étaient en capacité d'agir dans plusieurs filières ont été cantonnés à se retrouver dans un seul métier. Et donc, moi, je suis resté dans l'équipe circulation. Donc, depuis 2010, je ne fais que de la circulation ferroviaire, c'est-à-dire tenir des postes d'aiguilleur ou d'agent circulation. Et c'est bien dommage parce que, par exemple, cette situation nous a emmené, que ce soit des agents comme moi ou des conducteurs fret, je pouvais me retrouver dans mon équipe une journée où les postes étaient couverts parce qu'il n'y avait pas de congé accordé, parce qu'il n'y avait pas de formation à opérer, et que je faisais partie de ce qu'on appelait les agents de réserve, formés sur plusieurs postes pour remplacer les collègues. Et donc, cette journée-là, j'ai aidé mes chefs à faire de l'administratif, on va dire. Alors que à 10 mètres plus loin, il y avait un poste opérationnel qui n'était pas tenu, dont j'avais les habilitations, les compétences, mais dont on me disait tu ne peux pas, tu ne peux pas les tenir ce poste et les collègues vont devoir faire le travail de 3 à 2 aujourd'hui, alors que il y avait quelqu'un à côté. On a connu beaucoup de situations où on a fait cette même séparation, par exemple, avec les conducteurs de train, où des trains de voyageurs ne pouvaient pas partir parce que le collègue était malade, mais qu'un collègue du fret aurait pu le faire, mais qui ont refusé, typiquement. Je l'explique comme ça parce que ça permet de comprendre les premiers mécanismes qui ont été mis en place au niveau de la SNCF sur ce qu'ils ont appelé la séparation par activité, mais qui a été beaucoup plus loin, hein, parce que, par exemple, pour les agents qui ont été cantonnés dans la filière voyageurs, c'est-à-dire les gens qui étaient dans les escales, qui travaillaient pour les activités voyageurs, ils ont subi eux par la suite, ensuite, au-delà de la séparation par activité, ce qu'on appelle la séparation par produit. Aujourd'hui, dans les grands centres ferroviaires comme à Bordeaux, par exemple, on a des agents qui sont dédiés à TER et qui ne peuvent pas aller travailler pour un TGV ou pour un train intercité.
Ce qui est assez malheureux là-dedans, c'est que il y a peu de pertinence au niveau de la production, mais il y a surtout aussi peu de pertinence économique. Parce qu'à chaque fois, ça demande pas moins d'agents pour faire le travail et des structures pour gérer ces agents en propre. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais ça contribue au morcellement de notre entreprise euh, qui s'est mis en place de manière assez féroce et qui conduit aujourd'hui, par exemple, à ce que au 1er janvier, les agents administratifs qui gèrent nos payes, qui gèrent nos cabinets médicaux, voire même la police ferroviaire, ont été intégrés dans une filiale. La SNCF a créé une filiale pour ces collègues-là. C'est ce qui emmène le risque que dans un mois, un petit peu moins d'un mois et demi, nos collègues du fret n'existent plus en tant que fret SNCF, mais soient reversés dans deux nouvelles filiales, où là encore, le fret avait été mis dans une société anonyme par action simplifiée, qui va être détruite, et on ne recrée pas une filiale entièrement dédiée au fret, mais on en crée deux. Donc on crée encore de la séparation. Et c'est malheureusement, on va se dire, pas une particularité de la SNCF, liée au transport ni de voyageurs ni de marchandises. C'est une logique, somme toute libérale, qui a été appliquée dans l'ensemble des services publics, puisque la Poste l'a vécu et le vit encore, France Télécom, et que la SNCF est en train de le mettre en œuvre. Et malheureusement, quand on voit les conséquences de ce genre de transformation, qui n'ont jamais amené plus de qualité de service pour l'usager, des tarifs plus intéressants ou même pour l'entreprise plus de rentabilité financière, on a peu de doutes sur le fait que les futures filiales de la SNCF échappent à ces logiques. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais j'ai continué, on va dire, mon parcours au sein de l'équipe circulation, mais quand même, j'étais arrivé dans une entreprise au début des années 2000 qui s'est très vite transformée et qui nous a emmené quand même toute la génération des 35 heures à voir les choses, à se dire pourquoi on change des choses qui fonctionnent pas trop mal, hein, et de ce fait, à réfléchir sur l'avenir de l'entreprise, sur le sens du travail, et donc ça m'a amené à me syndiquer. Et donc depuis 2003, je me suis syndiqué à la CGT. J'ai été pendant quelques années ce qu'on appelle un simple militant, sans mandat électif. J'ai profité du fait d'être jeune dans l'entreprise et de pas avoir d'enfants pour passer des examens, ce qui m'a permis d'évoluer dans l'entreprise professionnellement, d'avoir des postes avec plus de responsabilités. Mais de la même manière, quelles que soient les responsabilités qu'on prenait, avec toujours à subir cette transformation de l'entreprise où on nous cloisonne, on nous demande de faire passer les messages, et donc à se dire, j'ai pas forcément envie que les transformations que la direction et le gouvernement nous imposent se passent aussi facilement qu'ils l'aimeraient, et donc à m'engager à avoir des mandats. Et donc je me suis retrouvé assez vite au CHSCT, délégué du personnel, puis par la suite élu comité d'entreprise. Aujourd'hui, comité social et économique qui ont remplacé les CE, et a toujours milité pour essayer de faire en sorte que, à minima, ce que propose l'entreprise se fasse avec le moins de conséquences pour les conditions sociales, les conditions de travail et de vie des collègues, les nôtres, et surtout qu'elle détériore le moins possible la qualité de l'offre qu'on pouvait mettre en place pour les usagers. Euh, je pense que pour les usagers, c'est un petit peu plus transparent cette notion-là, parce qu'on a toujours fait en sorte que le service soit satisfaisant, mais ça s'est fait quand même avec quand même beaucoup de casse sociale. Chez nous, on supprime pas des postes, mais on applique la recette de la fonction publique. On ne remplace pas les agents qui partent à la retraite, et la productivité ne s'est jamais arrêtée. On peut dire que ça fait une vingtaine d'années que la productivité a été mise en route au niveau de l'entreprise, et de manière assez exacerbée sur la production, on va dire jusqu'à la fin des années 2010, et puis depuis 4-5 ans, très fortement sur l'encadrement et ce qu'on appelle les fonctions transverses, justement, nos collègues dans les centres médico-sociaux, nos collègues dans les centres administratifs, sur tout ce qui va être la partie formation, la partie finance dans l'entreprise. C'est là qu'aujourd'hui, beaucoup de productivité est faite.
Et on arrive à un point où il nous semble qu'il y a un danger sur la capacité à ce qu'on arrive toujours à correctement assurer notre service, nos missions de service public au niveau du transport, et sur le voyageur, et sur le marchandise. Et il n'y a pas que mon organisation, la CGT, qui a cette analyse, puisque c'est ce qui nous a conduit, honnêtement, à, par exemple, à déclencher un conflit hier avec toutes les organisations syndicales à la SNCF autour de trois mots d'ordre qui sont un moratoire sur l'arrêt de la casse du fret, un arrêt du processus en cours de mise en concurrence des TER en France et des intercités, et la demande d'avoir une loi pluriannuelle de financement sur les infrastructures ferroviaires, parce que on n'est pas doté d'un outil législatif comme ça aujourd'hui en France correctement pour le financement. L'organisation du transport est bien réglementée, mais au niveau du financement du ferroviaire en France, c'est très compliqué, puisque on est le seul mode de transport, par exemple, qui s'auto-finance ses infrastructures. Savoir que le monde routier, lui, est financé par le contribuable. Toi, moi, tous les gens qui nous écoutent, de par leurs impôts, financent l'entretien des routes. Les transporteurs routiers n'ont aucune cotisation, n'ont aucun frais à régler à l'État pour les routes. L'aérien, c'est encore plus simple puisqu'on ne fait pas payer l'air. L'air est par définition gratuit, donc les compagnies aériennes n'ont pas de financement d'infrastructure. Et notamment, en plus, les zones aéroportuaires sont passées sous le modèle libéral, puisque chaque grand aéroport est géré par une compagnie propre qui négocie ses locaux et ses espaces en direct avec chaque compagnie. Et par exemple, c'est un des aspects qu'on ne voudrait pas arriver à avoir dans le ferroviaire. Nous, on voudrait continuer à être en capacité d'être une entreprise publique unique, pas pour garder notre monopole, mais pour permettre aux usagers de faire du transport de ce qu'on appelle du bout en bout, qui prennent un TER, qui prennent un TGV ou un intercité, qui puissent partir avec leur billet, qu'ils achètent à un guichet unique et qui fassent l'entièreté du transport. Donc, on a ce souci sur le financement du réseau parce qu'aujourd'hui, on a un réseau qui est vieillissant, on a un réseau qui est très important, mais qui est sous-entretenu et surtout qui manque de financement sur la partie aussi investissement parce que si on fait le lien avec les enjeux économiques, les enjeux environnementaux qui sont devant nous, il nous semble pas que la dernière orientation du nouveau ministre des Transports, qui consiste à dire que le ferroviaire est bien trop cher à financer, il semblerait qu'il souhaite partir sur un plan bus ou car 2025, soit aujourd'hui cohérent et crédible vis-à-vis des enjeux qu'on a devant nous. Donc, c'est réellement les trois points qui ont fait que toutes nos organisations syndicales ont dit, bon, on arrive à une période où si on n'arrive pas à inverser la tendance, l'entreprise SNCF telle qu'on l'a connue, telle que tout le monde l'a connue, puisqu'elle est organisée ainsi depuis 1938, on va dire, risque de disparaître. Je fais un petit parallèle avec l'histoire qui est peu connue. Il faut savoir qu'avant 1938, c'était plusieurs compagnies régionales qui appartenaient à des familles privées, notamment par exemple la compagnie des chemins de fer du Midi qui appartenait à la famille Rothschild, et qui n'arrivaient plus à faire face aux dépenses, aux investissements, aux coûts du ferroviaire, ont laissé se mettre en place des dettes colossales. Et donc en 1938, pour que les trains continuent à rouler, l'État a décidé de créer la SNCF, de racheter toutes ces entreprises, de reprendre les dettes de ces familles à leur compte, et la SNCF a été créée. Il faut savoir que avant cette création, par exemple, quand vous veniez à Bordeaux, ben, vous aviez deux billets de train. Vous aviez la compagnie qui vous amenait jusqu'à la gare de Bonauge à Bordeaux, et vous aviez un transfert jusqu'à la gare aujourd'hui Saint-Jean, qui était la gare du Midi, pour repartir avec un train de la compagnie des chemins de fer du Midi et avec une coupure dans le voyage. Et ce qui est en train d'être mis en place avec l'ouverture à la concurrence des TER d'un côté, le réseau qui est de plus en plus, où il y a de plus en plus de difficultés d'entretien, où on donne de plus en plus de prérogatives et de charges aux régions pour entretenir ce qu'on appelle le réseau dit des petites lignes du quotidien, pourrait nous amener à terme à revenir à ce genre de situation. Mais de manière sincère et réelle, puisque par exemple, aujourd'hui, sur la partie TER en Nouvelle-Aquitaine,
Le conseil régional a fait le choix d'ouvrir la concurrence. Donc, le premier lot, ce sera le Poitou-Charentes et le processus d'ouverture est en cours. Donc, il y a un cahier des charges qui va bientôt sortir pour donner les orientations de la région sur ce qu'il veut voir mettre en place. Mais il a aussi repris à son compte la distribution, donc la vente des billets, avec un outil propre à lui. Et aujourd'hui, il y a chacun qui est sur ses positions, puisque la SNCF dit, ben, nous, normalement, les régions nous confient la vente, ça s'est toujours bien passé. Et la région, là, dit, ben, nous, on aimerait reprendre la vente pour faire du bout en bout avec les réseaux des métropoles, où puisse y avoir un billet qui fasse le billet de l'agglo de Pau, le billet de train pour venir à Bordeaux et le billet sur l'agglo de Bordeaux, tout compris. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais par contre déconnecté du système SNCF. Donc on se retrouverait à pouvoir faire des transports du quotidien avec des billets de bout en bout, mais si par exemple le même usager de Pau veut aller à Paris, eh bien, il devra prendre un billet différent entre Bordeaux et Paris. Mais surtout, avec une rupture, avec ce qu'on appelle une rupture de trajet, c'est-à-dire que si son TER est en retard, il aura perdu son trajet pour Paris. La SNCF ne lui devra pas le remettre sur un autre TGV. Donc, c'est pour ça que ça peut paraître anodin, on pourrait se dire, bon, on n'arrivera pas jusque-là, mais nous, on est très inquiets sur toutes ces conditions-là. Donc on a réellement ce phénomène qui est en train de se passer. Et donc, avant d'arriver à un point de non-retour, il nous a semblé que il fallait qu'on se mette en lutte. Bon, pas de difficulté, hein, je vais rassurer tout le monde. Si un grand conflit se déclenche à partir de mi-décembre, euh, je vais le résumer assez synthétiquement et un petit peu facilement peut-être, mais soit on sera assez costaud et en quelques jours on arrivera à avoir gain de cause, soit on sera pas assez costaud et on n'aura pas gain de cause. Mais il y a très peu de chances que ce conflit arrive jusqu'aux fêtes de Noël, comme les médias n'arrêtent pas de le dire. Pour la petite histoire, sur le jour de Noël, depuis 1947, il n'y a eu que 3 préavis de grève qu'on réellement, où les OS ont appelé à la grève le jour de Noël. On n'a pas d'intérêt, nous, à se mettre contre les usagers qui prennent nos trains. C'est pas du tout ça l'objet de notre lutte. Comme la question médiatique sur nos salaires est un contre-feu dans la période. Pour la petite histoire, les négociations salariales à la SNCF sont fixées par la direction au mois de novembre et c'est très bien calculé parce que ça leur permet d'agiter à chaque fois et de dire, vous voyez, ils vont encore bloquer les vacances pour leur salaire. Et ça fait des années qu'on demande à ce que nos négociations soient positionnées en mars, qui est une période plus favorable pour négocier au niveau salarial que d'attendre la fin de l'année. Ça, c'était pour, Ça, c'était pour bien expliquer aux gens qui peuvent nous écouter que le contre-feu des médias sur nos salaires dans la période ne fait pas du tout l'objet aujourd'hui de la lutte qui est en cours. Il y aura des expressions des OS, puisqu'on vient d'avoir les propositions de la direction qui s'élèvent à 0,5% d'augmentation salariale. Donc, chacun comprendra qu'on ne peut pas être satisfait de ça avec une inflation qui, à minima, affichait un 1,5. Mais elles feront l'objet d'expressions, mais c'est pas l'objet de la lutte et du conflit qui va s'engager à partir de mi-décembre, puisque nous n'avons pas eu de retour de la direction suite à notre journée d'hier. Et de manière sincère, il est réellement question là d'avenir de l'entreprise, mais au-delà de l'avenir de l'entreprise publique, je dirais, c'est sincèrement, c'est qu'est-ce qu'on va être en capacité de proposer comme réponse aux besoins de déplacement aux populations aujourd'hui. On le voit sur le bassin bordelais, même dans toute la Nouvelle-Aquitaine. On est vraiment une région atypique au sens où on a une grosse métropole qui est reliée par une LGV qui fonctionne très bien. Et à côté de ça, on a énormément de départements ruraux dans le Limousin où ils n'ont pas le TGV, où ils ne sont que sur des lignes qui sont des lignes sous financement de la région, des petites lignes. Et il faut arriver à garder ce maillage-là où tout le monde a besoin de se déplacer. Et, et je dirais encore plus quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui avec le phénomène des métropoles, de l'engorgement de la rocade bordelaise et qui il devient urgent d'arriver à mettre en place ce qu'on appelle des RER métropolitains. Donc c'est sincèrement le lien qu'on fait syndicalement aujourd'hui avec l'avenir dans l'entreprise, l'avenir de la capacité qu'on aura à se faire déplacer, à faire déplacer les Français sur un moyen de transport de masse et écologique, quoi. On est réellement là-dessus.
Et il faut savoir que, par exemple, sur le financement des infrastructures, on est à 77 euros en moyenne par Français. C'est le calcul qui est fait aujourd'hui en France pour le réseau ferroviaire. On est au double en Allemagne et on a largement dépassé les 400 euros en Suisse, par exemple. Et là où on voit quand même que les réseaux ferroviaires sont les plus performants, c'est quand même les réseaux où le réseau, les infrastructures sont de meilleure qualité. Merci beaucoup déjà pour ce passionnant panorama. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, on l'a évoqué un petit peu en off, mais je dirais de la situation aujourd'hui de l'accès au logement des jeunes salariés. Pendant très longtemps, la SNCF, comme d'autres, avait ses propres logements dans chaque ville et donc avec tout un parc qui permettait notamment aux roulants de pouvoir être hébergé, je dirais, en permanence avant de reprendre le travail. Qu'en est-il aujourd'hui de cette situation? Tu m'as parlé de filialisation, y compris de la gestion du parc immobilier existant, de nouvelles situations de la jeunesse ou des jeunes salariés dans leur rapport, je dirais, au logement. On est moins dans la location, on est souvent dans la recherche de l'accession à la propriété. Ben, comment ça se passe un petit peu? Quels sont les enjeux que vous vivez aujourd'hui? La question du logement elle est assez intéressante à regarder, notamment au sein d'une entreprise comme la nôtre, où effectivement on était doté d'une filiale, d'une direction qui gérait les logements. Et comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on avait une entreprise, peut-être aussi un petit peu sous l'angle du patriarcat à l'époque, mais Mhm, qui réfléchissait quand même en termes de besoins de production, avoir des salariés qui soient pas trop éloignés du travail, mhm. pour différentes raisons, notamment chez nous, hein, on demandait aux agents d'astreinte d'être en capacité d'être très vite sur les lieux, et qui a effectivement subi, on va dire, les mêmes désagréments ou la même politique libérale qui s'est mise en place au niveau du logement. Il y a deux typologies, on va dire. Il y a les logements que l'entreprise met à disposition pour les salariés. Hein. C'est vraiment le logement où on vit toute l'année, c'est notre logement. Et il y a ce qu'on appelait les foyers dans toutes les gares, où effectivement, il y avait des chambres pour les collègues contrôleurs, conducteurs, qui étaient dans ce qu'on appelle un découché, hein, donc qui arrivaient avec le dernier train, qui se reposent et souvent qui repart avec le premier train. Et on a vécu un petit peu quand même en parallèle les mêmes aspects, c'est-à-dire que bon, notre direction du logement a été filialisée. Donc ça a été mis en filiale, hein, souvent avec le même argument, l'identification des lignes comptables. Hein, c'est souvent ça qu'on dit pour mettre une filiale en place. Hein, c'est pour mesurer, maîtriser les coûts de l'objet en question. Là, c'était sur la partie du logement. Et on le voit dans toutes les zones où il n'y a pas, on va dire, énormément de tension sur le logement. L'entreprise a vendu le parc de manière, typiquement, un des bons exemples, c'est le Limousin. Sur l'ex-région du Limousin, vous n'avez plus un seul logement SNCF, par exemple, parce qu'il y a pas, il y a moins de difficultés à trouver des logements là-bas. Mais il n'y en a plus du tout, et ce qui fait que même là-bas, quelqu'un qui arrive en mutation en urgence peut se retrouver à minima inquiet de se dire est-ce que je vais arriver à trouver un logement pour mes premiers jours. Si on regarde sur les grandes métropoles ensuite ou sur les grands centres, on a gardé des logements, mais malheureusement, la direction du logement est devenue une filiale. Cette filiale est devenue une filiale de droit privé, régie par le Code des bailleurs. Et donc, par exemple, euh, on est soumis aux mêmes règles que n'importe quel bailleur social. C'est-à-dire que si on arrive à garder euh, une vue sur comment sont gérés les logements, on a quasiment perdu le fait d'avoir une priorité au logement pour les cheminots. Alors, c'est pas socialement choquant puisque ça nous permet quand même, de par notre filiale logement, d'arriver à loger plein de situations sociales difficiles, autres que des familles cheminotes. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais ça nous contraint aussi, ça contraint aussi les collègues à de grandes difficultés pour avoir un logement aujourd'hui, même de la filiale SNCF. Et on le voit, on est malheureusement sur un éloignement du logement, dans le sens où si on prend Bordeaux avec le boom immobilier qui a eu lieu après la LGV,
très peu de cheminots aujourd'hui, même avec des salaires, je dirais, confortables pour un cheminot au sein de la SNCF, Mhm. pour arriver à se loger sur Bordeaux. Donc, on est obligé d'aller de plus en plus loin. Et cette logique d'aller de plus en plus loin, elle est, c'est un peu, quelque part, c'est un peu une aubaine pour l'entreprise, puisque ça lui a permis de justifier de la vente de logements en disant qu'il y a moins de demandes de logement, mais ça a surtout de forts impacts au-delà de la question du logement. On en reviendra un petit peu plus tard sur on va dire des impacts sociaux sur la vie de l'entreprise. Mais sur le logement, sur Bordeaux par exemple, effectivement, on est de plus en plus sollicité par les jeunes embauchés. Les jeunes embauchés qui arrivent et qui se rapprochent des organisations en disant est-ce qu'on peut m'aider pour le logement parce que je ne pourrais pas ou je n'arrive pas à avoir mon dossier qui est retenu par les agences compte tenu de mon salaire. À la SNCF, on commence avec un salaire. Si on a des horaires décalés, qu'on fait des nuits et qu'on est un agent de base d'un métier sédentaire, on va être à un salaire de 1 450 € net par mois TTC. Quelqu'un qui va avoir des contraintes de déplacement pour un conducteur, un contrôleur, ça va être un peu plus, mais aujourd'hui, ils sont aux alentours de 2 000 € net par mois. On peut comprendre que c'est compliqué de se loger quand on voit que un T2 sur Bordeaux ou les communes qui avoisinent Bordeaux représentent plus d'un tiers de ce salaire. Donc ça c'est un point qu'on essaye de relancer dans notre activité syndicale par exemple vis-à-vis de l'entreprise où on demande à avoir plus d'échanges avec les responsables de la filiale, à avoir plus de points précis sur la vacance des locaux, que ce soit des maisons, des appartements, pour arriver un maximum à ce que les locaux restent pas libres, justement. S'il y a un besoin, il faut que tout de suite on arrive à y répondre. Mais c'est vrai que c'est une vraie difficulté parce qu'on on est obligé de s'éloigner, c'est des frais en plus. Alors, c'est c'est l'accès au travail, c'est-à-dire c'est comment on vient au travail. Donc, si on a une gare à côté de chez soi, comme on est cheminot, c'est plus facile pour venir. Par contre, dès lors qu'on est en horaire décalé ou que on n'a pas de gare ou de transport en commun à proximité, ça nous renvoie encore une fois vers la voiture, ça nous renvoie vers l'engorgement pour entrer dans Bordeaux et tout ce qu'on connaît. Et donc, ça, c'est compliqué. Et il n'y a plus de volonté. L'entreprise, moi je vis au Dora. Le quartier de Bec du Dora, c'est un quartier cheminot qui avait été créé justement parce qu'il se situait entre la gare Saint-Jean et le triage fret d'Ourcane. Et ça permettait justement aux cheminots de pouvoir travailler dans ces deux grands centres ferroviaires, d'être sur place, de ne pas avoir à prendre de voiture, avoir des logements à un coût intéressant. Aujourd'hui, il y a des transformations qui continuent à se faire dans l'entreprise, on l'a dit. Vis-à-vis de mon métier, par exemple, l'évolution au niveau des métiers de la circulation, c'est la mise en place de grands centres commandés. C'est-à-dire que de Bordeaux, par exemple, aujourd'hui, on télécommande toutes nos infrastructures jusqu'à Arcachon. On commande la LGV jusqu'à Tours et le souhait de l'entreprise, ce serait de raccorder, par exemple, les gares d'Angoulême, de Poitiers, de Dax, de Bayonne, toutes dans un grand centre ferroviaire par région. Donc, 13 centres de circulation par région. C'est des centres qui emmènent énormément de personnes au même endroit. Ça, de centralisation, voilà, du personnel. Avant, quand on réfléchissait en disant on va avoir beaucoup de collègues à un endroit, l'entreprise mettait la question du logement en parallèle, faisait des logements. Aujourd'hui, on voit, pas à Bordeaux parce qu'on ne l'a pas encore, mais par exemple, ça a été fait à Dijon, ça a été fait à Toulouse, ça a été fait à Montpellier. Ces centres ont été créés sans jamais qu'il y ait un volet logement ou un volet social lié au logement de fait. Nous, on disait, c'est dommage que l'entreprise ait perdu ça. Vous avez choisi de créer des centres qui vont réunir des centaines de collègues au même endroit, dans des métropoles, et on n'a pas réfléchi à la question du logement. De la même manière, c'est pour ça qu'on s'était battu pour dire, nous ne souhaitons pas que la ligne d'Arcachon soit télécommandée depuis Bordeaux. Nous souhaitons qu'elle soit télécommandée depuis Arcachon, parce qu'on a des collègues qui travaillent là-bas et que le travailler et vivre au pays est important. Et surtout, ça va encore une fois à l'encontre de tout ce qu'on dit quand on dit il faut sortir des centres-villes, il faut arrêter de centraliser, et notamment, encore une fois, au regard de ce qui se passe sur les enjeux environnementaux et la pollution, les difficultés, la gentrification dans les centres-villes, ainsi de suite.
Donc cette politique de logement a été malheureusement abandonnée. Euh, on arrive quand même à discuter avec l'entreprise sur l'état de notre parc, sur l'état du remplissage. Mais c'est un sujet qui est plutôt, quand on le regarde socialement, qui est plutôt intéressant, mais qui est intéressant, qui démontre toutes les conséquences qu'on dit sur justement l'abandon de la partie un peu sociale par les grandes entreprises. Tout à l'heure, je disais, il y a des impacts sociaux, l'éloignement et le fait de ne plus avoir de logement à disposition, par exemple, nous met en difficulté sur la partie du comité d'établissement, sur la partie des activités sociales, où nos infrastructures sont sous-fréquentées. Parce que les collègues qui habitent très loin, et c'est naturel, les enfants veulent aller au centre de loisirs de la commune avec les copains de l'école. Et ça peut s'entendre. Et les collègues ne veulent pas avoir un détour à faire pour venir au travail parce que le centre de loisirs n'est pas à côté de chez eux, qu'on leur met à disposition. Donc on se retrouve avec une sous-fréquentation. Et ça c'est quand même dommage. Et c'est valable pour les centres de loisirs, mais c'est valable pour les installations sportives qu'on peut avoir ou dans la fréquentation des associations qu'on a. On voit bien qu'aujourd'hui on a de moins en moins de participation. Et ce qui est dommage, c'est que au-delà de l'intérêt, qu'il soit sportif, culturel ou de répondre aux besoins de garde des enfants, c'est quand même des lieux où nous, on a toujours essayé de faire en sorte que ce soit des lieux d'échange entre les cheminots, des lieux émancipateurs où on arrive à avoir des échanges, à créer du lien, du collectif et de comprendre tout l'intérêt justement d'agir ensemble ou de mettre des associations pour que collectivement on arrive à faire des choses. Donc, Justement, une petite, vas-y, tout à vas-y, fait, Dominique. une petite question, justement, avec les transformations structurelles de l'entreprise. Vous avez aujourd'hui plusieurs statuts de salariés qui se mettent en place. Comment vous vivez la situation? Comment ça a un impact, je dirais, sur les capacités, je dirais, d'action des salariés pour défendre à la fois le service public et leurs propres intérêts? Comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Le premier terme qui me viendrait, j'ai envie de dire compliqué. Oui, c'est compliqué. On peut pas. Non, mais on peut pas se cacher les choses. On vit aujourd'hui à la SNCF, je pense, de manière assez similaire, ce qui a été vécu par par beaucoup d'autres salariés dans les grandes entreprises publiques à l'époque. Par exemple, je pense à France Télécom, je pense à La Poste, où en discutant, on avait eu vent des difficultés à travailler, à mettre des choses en place, à échanger, dès lors que dans l'entreprise, il y a des statuts différents. Il y a des Mhm. règles il y a une réglementation différente en fonction des personnes. Donc, effectivement, depuis le 1er janvier 2020, il y a plus de cheminots qui sont embauchés depuis 4 ans avec un statut, avec le statut des chemins de fer. Ce sont des salariés de droit privé qui sont au régime général et qui ne sont et qui n'ont pas l'entièreté des droits qu'on peut avoir en tant que statutaire. Et ça, c'est mal vécu, ce qui semble assez naturel. En premier lieu pour ses collègues qui n'ont pas l'entièreté des droits qu'on peut avoir nous, mais aussi par les statutaires, puisque nous, on a un système qui a été fait avec notre caisse primaire de prévoyance et de retraite de la SNCF qui fonctionne quand même si elle est alimentée. C'est le principe de toute façon de notre système intergénérationnel. Donc c'est le même principe que la Sécu, mais à une plus petite échelle. Et naturellement, quand il est plus alimenté, il est en difficulté. Alors, il y a des dispositifs légaux qui font que notre régime va continuer à perdurer. Mais nous, on a une revendication, par exemple, c'est que on demande à ce que l'ensemble des salariés du chemin de fer naturellement soient régis par le statut, soient réembauchés au statut, mais aussi que l'ensemble des salariés de la branche du ferroviaire, c'est-à-dire que même nos collègues des petites entreprises privées qui sont à 95% des entreprises qui font les travaux sur les voies. Euh, il y a un nouveau dispositif législatif qui a été mis en place pour dire on met l'ensemble de ces salariés au sein de la caisse SNCF. Ça répondait à notre demande. Mais il reste régi au régime général. C'est simplement le fait de les regrouper dans la même structure. En, en gros, on a formé les salariés de notre caisse au régime général pour qu'ils soient en capacité de traiter les dossiers
et de répondre aux questions des nouveaux embauchés. Mais on se retrouve, une fois de plus, avec des collègues qui n'ont pas les mêmes droits que nous, qui ne sont pas gérés de la même manière que nous. C'est simplement faire de l'affichage en disant on vous a mis dans la même structure, mais c'est toujours séparé. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que on n'a pas les mêmes taux de cotisation. Les droits à la retraite ne sont pas les mêmes, puisque notre droit à la retraite, nous, dans le statut, était différent de celui du régime général, tout le monde le sait. Euh, ils n'ont pas de grille, ils ne rentrent pas dans la grille de rémunération des cheminots statutaires. Nous, on a une grille de rémunération, on fait le même travail, avec la même ancienneté, la même qualification, nous avons le même salaire. Il va y avoir des différences en fonction de ce qu'on appelle nos EVS, c'est-à-dire si on fait des nuits, naturellement, on aura un peu plus d'indemnité de nuit qu'une autre personne. Mais sinon, on était sur cette base-là. Et c'est peut-être une des particularités. Nous, on était une entreprise où il n'y a pas de tabou sur les salaires. Puisque vous ouvrez le règlement, vous regardez l'année d'embauche, vous regardez la classe, vous savez quel est le salaire de base. Et c'était comme ça pour tout le monde. Et c'est plutôt une bonne chose parce qu'il n'y a pas de suspicion, il n'y a pas de course à l'échalote, je vais le dire comme ça, pour passer devant le collègue, pour être mieux rémunéré. Non, on avait un système d'évolution. Pour résumer très très vite, qui était basé moitié sur l'ancienneté, moitié sur le choix de la direction, mais Mhm. qui permettait de sauvegarder la moitié quand même, de respecter quand même l'ancienneté. Aujourd'hui, on se retrouve dans des unités où deux collègues qui font le même travail, qui ont le même âge, ont à peu près le même bagage scolaire, mais qui ont pu être embauchés à 2 ans d'intervalle. Un qui a été un des derniers recrutés au statut, l'autre qui est recruté au statut, n'ont pas du tout la même rémunération. Mais pas du tout. Ni les mêmes conditions d'emploi, on va dire. Et ça, c'est pas une bonne chose. Parce que ça n'emmène pas des débats. Malheureusement, on réfléchit rarement à se dire, c'est pas normal comment on fait pour aller chercher par le haut. Ça amène souvent plus de suspicion ou de critiques à se dire, c'est pas normal qu'il y en ait qui est plus que moi. Et ça, c'est vraiment pas une bonne chose parce que c'est la mise en application du dicton euh, Divisé pour mieux euh, régner. c'est diviser pour mieux régner. Et quand ça se produit au sein quand ça se produit quand ça se fait sur l'humain, on va le dire comme ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc, on vit ça, on le vit pas bien. C'est compliqué parce que naturellement, on échange, on va vers cette population de jeunes cheminots qui arrivent. On essaye d'expliquer pourquoi est-ce que nous, on veut pas laisser dériver l'entreprise dans le chemin qu'elle est en train de prendre. On essaye d'expliquer ce qu'on a connu en termes d'harmonisation dans les services, tout l'intérêt qu'on ait une grille salariale unique, qu'on ait tous un statut qui nous protège. Mais quand on dit un statut qui protège, c'est pas qui protège les cheminots, c'est qui protège le ferroviaire. C'est souvent très mal expliqué. L'intérêt du statut n'est pas dans les droits ou même dans les devoirs qu'il impose. L'intérêt du statut, c'est le cadre protecteur qu'il permet aux salariés. Alors, on va me dire, ah oui, bah, ça veut tout dire et rien dire, en gros, quand je dis ça. On a quelques exemples qui imagent beaucoup ce fait-là. Un conducteur de train qui va prendre son service, qui va s'apercevoir qu'il a un dispositif de sécurité sur sa machine qui fonctionne pas, va appeler directement son supérieur et son supérieur va lui dire bah, soit on trouve un autre engin, soit tu ne peux pas tirer, conduire le train sans ce système-là. Parce que notre réglementation nous l'impose. Mais même si un supérieur lui dirait mais tu peux le faire quand même, le conducteur est protégé de par le statut et notamment des articles qui parlent bien des entorses à la sécurité et peut dire non sans risquer d'être mis à la porte de l'entreprise du jour au lendemain. Avec aussi un dispositif qui permet à chaque cheminot, quand il ait fait une bêtise ou non, que ce soit un abus de l'entreprise ou pas, une procédure disciplinaire avec un conseil de discipline. Autrement dit, on a tous le droit, entre guillemets, à un jugement équitable. Quand on a vu l'arrivée de la concurrence du fret et des entreprises privées, on a eu quelques situations comme ça qui nous ont été relatées toujours a posteriori malheureusement, mais de conducteurs qui ont démissionné ou alors qui ont été virés
Parce qu'un conducteur, une fois, appelle un conducteur d'une entreprise privée, une filiale allemande, qui appelle son responsable en lui disant mon système KVB, donc c'est le système qui contrôle en permanence la vitesse du train par rapport à la vitesse nominale qu'il ne devrait pas dépasser et qui arrête le train dès lors qu'il la dépasse, ne fonctionne pas. Il est en arrangement. Il était à Paris, il devait aller jusqu'à Lyon. Il a été sommé de faire son train sans ce système-là jusqu'à Lyon. Alors, il a eu une réaction qui est plutôt saine puisque lui, il a fait le choix de démissionner de cette entreprise vu ce qui se passait. Bon, bien sûr, parce qu'il avait aussi une solution derrière. Mais inversement, on a eu d'autres situations où il y a des personnes qui ont tenu bon, qui ont dit je ne ferai pas le train puisque c'est pas dans les règles de l'art, ça enfreint la réglementation sécurité et je veux pas. Qui ont réussi des lettres d'entretien à des entretiens disciplinaires, voire à des entretiens disciplinaires pour licenciement. C'est ça tout l'objet d'avoir un statut, c'est qu'on ait un statut protecteur justement, mais protecteur pour le ferroviaire, pour les usagers, pour ce qu'on fait avec les usagers. Il faut jamais oublier que on est une entreprise industrielle qui fait de la sécurité. Et il faut aussi regarder ce qui se passe. On n'a toujours pas de délitement de la sécurité et on est heureux de ça, mais on commence à avoir quelques situations qui peuvent nous inquiéter et le statut ne peut, en tout cas, ne, c'est pas contestable du temps de notre statut. Euh, les dernières catastrophes ferroviaires sont bien loin quand même. Si on regarde les trois dernières où on a eu Bretigny, une rame d'essai à Danguin sur la région Nouvelle-Aquitaine, on avait passé quelques dizaines d'années où justement on avait un système qui avait été mis en place pour nous protéger et tenir compte des anciennes catastrophes ferroviaires pour ne plus que ça se reproduise. Donc, on essaye d'expliquer tous ces éléments-là à nouveaux embauchés, de leur expliquer tout l'intérêt d'avoir justement cette unicité dans l'entreprise pour être cohérent dans les éléments, on va dire, conventionnels envers le salarié, son contrat de travail, la réglementation du travail. Et il faut se le dire, c'est pas simple parce que c'est les jeunes générations qui ont été formées, à qui on a longtemps expliqué qu'ils n'auraient pas le même travail toute leur vie, qu'il fallait pas hésiter à changer, ça peut se comprendre aussi quand vous rentrez dans une entreprise que vous êtes formé, qu'on vous explique que vous allez avoir des responsabilités parce qu'il y a de la sécurité assurée, que c'est des missions de service public, qu'il va falloir travailler les week-ends, les nuits, et que vous comprenez que vous allez être rémunéré 1500 euros net sans avoir les dispositifs qu'on avait pu avoir nous, c'est-à-dire nous, on était embauchés avec des bas salaires, mais on savait l'évolution permanente qu'on aurait de nos salaires et qu'ils ont pu eux. Eh ben, on a beaucoup de démissions. Alors notre entreprise nous dit le taux de démission à la SNCF est 10 fois inférieur au privé. Il faut se satisfaire de ça. Et nous, on leur répond, oui, c'est vrai, mais il était 30 fois supérieur, 30 fois inférieur il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'on a triplé en 2 ans notre nombre de démissions. Et donc, on risque à court terme d'arriver très vite à des niveaux de démission qui seront similaires au privé, ce qui dénote qu'on n'est plus une entreprise qui passe pour une entreprise qui garantit l'emploi à vie, qui garantit une certaine sécurité financière et certains avantages. Donc, c'est pas simple, mais on continue à faire ce travail-là auprès de ces jeunes pour essayer de gagner, on va dire, des droits communs. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est compliqué de travailler au jour le jour quand on n'a pas les mêmes contrats, quand on n'a pas les mêmes droits. Et la direction de l'entreprise sait se servir de ça. Je suppose que, par exemple, tu parlais tout à l'heure de l'existence et des difficultés à, à maintenir les structures des œuvres sociales de la SNCF ou sportives ou autres. Et est-ce que vous avez, je suppose que vous avez une politique d'ouverture et de partage de ces infrastructures, et à mon avis, ça date pas d'aujourd'hui, avec d'autres secteurs professionnels. Comment ça se passe? Je veux dire que bon, je pense qu'il y a eu beaucoup d'endroits où on s'est retrouvé à des changements culturels, hein, des changements de pratiques et d'utilisation de ces infrastructures. Est-ce que tu as connaissance d'éléments, si tu veux, qui permettent de dire que finalement c'est la solidarité et la coopération qui vont l'emporter et qui permettent de dépasser, je dirais, ces moments entre guillemets de crise? Euh, ben, oui,
sur la structuration de nos activités sociales, euh, on vit déjà des difficultés, j'oserais dire, sur la mutualisation en interne, Mhm. puisque le fait de créer des filiales, Eh oui. le fait de créer des filiales, aujourd'hui, par exemple, sur les filiales qui vont s'ouvrir, que ce soit le fret au 1er janvier, il y a trois lignes, enfin, il y a trois filiales SNCF qui ont remporté des appels d'offres sur d'autres régions pour le TER. Dans ces filiales, que ce soit au fret ou dans ce qui est annoncé aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement de ce que sera le maintien de la subvention financière pour les activités sociales, par exemple. On ne sait pas s'ils donneront la même chose que nous et surtout, on ne sait pas s'ils accepteront que ces salariés continuent à pouvoir bénéficier de manière globale et justement mutualiser nos installations qui sont déjà en place de notre comité d'établissement. Donc ça, c'est un premier point qui est ça, c'est un premier point, effectivement. Et oui, on va dire qu'il fut un temps, mais ça, on le sait, où on était vraiment très nombreux, très structurés, avec énormément de personnes, nos activités sociales étant financées à hauteur de 1,72% de la masse salariale, nous permettait de mettre en place des choses partout. Euh, dans le courant des années 2000, on a beaucoup effectivement développé des partenariats, du conventionnement, euh, qui permettaient d'ouvrir nos centres, par exemple, avec des enfants, des collègues d'EDF, euh, de communautés de communes, différentes entreprises qui pouvaient être ou de droit privé ou des entreprises publiques. Sur Bayonne, les enfants de cheminots, de manière un peu inverse, on dira aller avec au centre de loisirs de l'EDF. Effectivement, ça, c'est des partenariats qu'on a dû développer eh ben, pour faire face au premier phénomène qu'on expliquait tout à l'heure, hein, des cheminots qui vivent de plus en plus loin, qui mettent de moins en moins, qui ont de moins en moins la possibilité de pouvoir mettre leurs enfants dans ces installations ou de faire de l'associatif, du culturel, du sportif dans d'autres associations. Et donc, on est toujours effectivement de plus en plus à regarder, à trouver le bon équilibre pour garder des installations, qu'elles profitent aux cheminots. Mais si on faisait le maintien de ces installations pour le peu des fois de cheminots qui y participent, il y aurait moins de sens financier. Et donc, à regarder comment on conventionne, comment on les ouvre pour que ça bénéficie au plus grand nombre tout en restant le patrimoine social des cheminots, effectivement. Mais il y a des vrais, on voit qu'aujourd'hui il y a des vrais impacts et que de plus en plus on est en difficulté et on s'interroge sur la suite tant que notre direction ne sera pas sortie du bois pour afficher sa volonté de maintenir ou pas un niveau de subventionnement qui nous permet de garder nos installations on- il y a de fortes inquiétudes. Le paradoxe un petit peu de la politique de la SNCF, c'est que si vous vous arrêtez devant n'importe quelle agence d'intérim qui passe des annonces pour l'entreprise, puisqu'on fait beaucoup, enfin, on a pas mal de recours à l'intérim, à la fin de chaque annonce, dans les avantages annoncés de mission, vous retrouverez qui valorise notre comité d'établissement. Donc ça, c'est plutôt à chaque fois, ça nous fait sourire jaune, on va dire, parce que Mhm. depuis la mise en place du CE à la SNCF, qui est assez tardive, hein, c'est 1987 pour nous les cheminots, hein, la mise en place du CE. Euh, on a eu les règles législatives qui sont mises en place à la création du CE et qui ont abouti à dire que il fallait consacrer 1,72% de la masse salariale à notre comité d'établissement. Elle n'a jamais évolué cette dotation. Mais par contre, l'entreprise a compris les ressorts pour pas qu'elle évolue non plus. Je le parlais, par exemple, dans les centres du matériel, on a aujourd'hui une moyenne de 20% d'intérimaires. Depuis des années, hein. Certains sont là depuis 10 ans. Sachant qu'un intérimaire, pour nous, il peut être recruté qu'au respect de la loi, c'est-à-dire soit pour remplacer un salarié absent, soit pour un accroissement temporaire d'activité. Eh ben, l'entreprise dit toujours, nous n'avons pas de vision pérenne sur la charge à 10, 20 ans. Un cheminot se recrute sur 30 ans. Donc, on ne sait pas si on pourra garder ces gens-là dans 2, 3, 4, 5 ans, donc on continue de prendre de l'intérim. Mais le budget masse salariale des intérimaires n'est pas du tout le budget masse salariale de l'entreprise. C'est un budget à côté qui ne rentre pas dans l'assiette de calcul
des activités sociales, par exemple. Évidemment. Mm. Et donc, ça nous met à mal pour continuer à proposer autant de choses qu'on faisait avant. Et c'est là où est le paradoxe. L'entreprise se sert toujours de cet argument pour valoriser le contrat qu'elle propose et notamment compenser le niveau de salaire qui n'est quand même pas démesuré, quoi. Mm. Est-ce Mais que vous avez... Pardon, vas-y, vas-y. Continue, continue. je voulais finir en disant, on a une vraie attache culturelle à ça, et on continue à faire tout ce qu'on peut pour effectivement maintenir les installations où on en a. Et notamment, il y a des choses sur lesquelles on est très très attaché parce qu'on en est très très fiers. C'est proposer un arbre de Noël à tous les enfants de cheminots tous les ans, et c'est de proposer ou de donner la capacité aux enfants de cheminots de pouvoir partir en colonie de vacances tous les ans. On est l'organisme en France tous les ans. Ce n'est dit par personne, ce n'est pas assez répété par l'entreprise, encore moins par nos organisations syndicales. C'est pour ça qu'il faut qu'on insiste là-dessus. On est l'organisme qui envoie le plus d'enfants en colonie tous les ans, avec un rapport qualité-prix projet pédagogique qui est, je pense, imbattable aujourd'hui. Et on est très attaché à garder ça parce qu'on a conscience du niveau salarial et on a bien conscience que beaucoup d'enfants de collègues ne partiraient pas en vacances si on n'avait plus nos colonies de vacances. Mhm. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments éventuellement à partager, je dirais, sur les démarches que vous auriez amorcées devant cette fragmentation du salariat, ces évolutions structurelles, la sous-traitance qui s'est développée, on n'en a pas parlé, mais tu l'as un peu évoqué ici. Mais bon, on voit bien que tous les grands groupes, je vois même à la fac, c'est un peu pareil, on voit bien qu'on devient de plus en plus des donneurs d'ordre, on fait appel de plus en plus à un Mm. salariat fragmenté, à des appels à des TPE. En ce moment, c'est les élections professionnelles chez eux, sous des formes effectivement tout à fait nouvelles, qui imposent au syndicalisme une prise en charge ou une conception, je dirais, de rapports nouveaux entre grandes entreprises, TPE, Mm. donneurs d'ordre et sous-traitants. Mais comment faire pour reconstruire une unité du monde salarial, du monde ouvrier, du monde du travail? Vous avez commencé à, enfin, quelles sont les démarches que vous avez entreprises au-delà de ce que vous faites traditionnellement du corps de travail syndical de base, entre guillemets? Est-ce que ça amorce des réflexions justement presque de manière forcée en fait, pour penser le syndicalisme autrement et vraiment se poser la question. Tu vois, bon, je sais que confédéralement, la CGT, elle propose un travail, un statut unique du travailleur salarié qui permet de dépasser, je dirais, tout le faux débat qu'il y a entre les privilégiés fonctionnaires ou assimilés et puis les travailleurs du privé. Enfin, voilà. Est-ce que sur ces questions-là, il y a des choses qui s'amorcent et qui permettent de repenser, je dirais, l'unité du monde salarial, du monde du travail? Alors, alors, il y a des choses qui s'amorcent, oui. On a commencé, alors, il y a très longtemps qu'on a des réflexions justement sur ces phénomènes-là. Euh, mais je dirais que ça s'est fait sous la contrainte. Pourquoi je dis Mhm. ça? Parce que on a quand même été une entreprise, nous, où on était en vase clos. Donc, le monde cheminot appartenait à la SNCF. Il n'y avait pas d'entreprise à côté où il y avait des gens qui faisaient des emplois de cheminots, de la sous-traitance pour faire des travaux sur une voie ferroviaire. Ça n'existait pas. C'est un phénomène quand même qui est assez récent, hein, à l'échelle du monde ouvrier, puisque c'est quelque chose qui a 20 ans, de manière concrète. Euh, et on y a été fortement opposé quand il y a eu justement l'ouverture à la concurrence dans le fret. Et on n'a probablement pas eu la bonne communication syndicale, je dirais. Alors la CGT, je la connais, j'y suis, je peux en parler tranquillement, mais les autres OS, c'était assez similaire, au sens où on n'a pas assez discuté, échangé et arrivé à faire diffuser auprès des collègues que ces salariés, avant d'être nos concurrents, c'était des salariés. Et donc, avant d'être des salariés qui subissaient les mêmes contraintes que nous, pour beaucoup, c'était le salarié qui va me prendre mon travail. Et donc, les premiers trains de fret, ça a été compliqué, hein.
Les collègues qui les croisaient, on va dire, pouvaient avoir ou des gestes obscènes ou des paroles malveillantes à leur égard. Et c'est pas bon parce que ces salariés-là, eux, ils avaient vu la réalité de ce qu'était leur quotidien. Et comme ils étaient sur le réseau, ils voyaient le nôtre aussi. Et bien souvent, leur espoir, c'était d'intégrer notre entreprise, Ben oui. malgré avoir été, pour certains, malmenés par des cheminots de la SNCF. Et il a fallu quand même un certain nombre de temps pour arriver à faire comprendre que ces salariés des entreprises privées, ça restait des salariés qui avaient un travail, qui avaient besoin de manger, qui avaient des conditions de travail plus dégradées que les nôtres, et que c'était probablement pas la bonne solution de les stigmatiser. Idem avec les intérimaires. La problématique, par exemple, si on prend un intérimaire, la problématique aujourd'hui, et c'est pour ça que je dirais, dans les réflexions qu'on a, il y a un élément fondamental qui, nous semble pouvoir rapprocher les salariés, c'est le salaire égal. C'est-à-dire de travailler à ce que nos contractuels dans l'entreprise, nos nouveaux embauchés, soient exactement rémunérés de la même manière qu'un agent SNCF et faire en sorte aussi de réinternaliser un maximum de tâches qu'on fait faire, puisque on sait quand, si on arrive à internaliser, on devra embaucher ces salariés qui ont déjà les connaissances. Et le point commun de tout le monde, c'est le salaire. Et ça nous semble être primordial. Pourquoi? Il y a deux éléments. Il y en a un qui est, par exemple, si on regarde un intérimaire aujourd'hui, il va nous dire, moi, j'ai eu une proposition de contrat à la SNCF, je l'ai pas signé parce que aujourd'hui, je gagne plus avec mon contrat d'intérimaire que si demain je viens à la SNCF. Alors, on échange naturellement avec lui, avec toutes les connaissances qu'on a, en lui disant attention, en rappelant un petit peu ce que c'est le salaire socialisé, en lui disant attention, aujourd'hui tu gagnes plus, mais dans tous les mois, tu as tes congés payés qui sont dedans. Tu as une prime de précarité. Tu viens à la Mhm. SNCF, tu vas gagner quelques dizaines ou une centaine d'euros en moins tous les mois, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est compliqué, mais il y a des évolutions, il y a des choses qui sont prises en compte. Sauf que la réalité aujourd'hui des salariés, c'est la réalité plus du 20, du 15, mais du 10 du mois. Mhm. C'est-à-dire que je peux même pas me permettre de risquer de changer d'entreprise et de gagner un peu moins au début parce qu'on a un niveau de salaire aujourd'hui qui ne permet pas aux gens de vivre. Alors, moi, les gens qui me expliquent que vivre, si on dort, qu'on mange et qu'on respire, ça suffit. Il me semble que les besoins fondamentaux sont remplis, mais que la culture est un vrai besoin et que l'émancipation, ça passe pas que par le travail, le repos et se loger, se doucher. Et donc, je pense qu'il faut qu'on agisse sincèrement sur les salaires. Et parce que l'autre fait identifier aussi sociologiquement, c'est que quand on est omnibulé dans ses réflexions par comment je fais pour juste être un bon parent qui arrive à nourrir, à éduquer mes enfants, je suis plus en capacité de réfléchir à comment je m'émancipe et j'améliore d'abord mon quotidien, mais j'améliore les choses dans mon entreprise et dans ma commune et ainsi de suite. Donc, on a essayé d'entreprendre ce travail sur les salaires. Alors, d'une part, par rapport à la sous-traitance qui est de plus en plus présente, comme tu l'as dit, au sein de l'entreprise, à dire il y a des tâches qui coûtent plus cher. Si ça coûte plus cher, il faut réinternaliser. Et il faut profiter des compétences de ces salariés pour les embaucher. Et par exemple, pour les nouveaux embauchés, on a lancé une démarche nous l'année dernière sur notre périmètre où on a essayé de former au maximum nos syndicats de site sur comment aujourd'hui était construite la rémunération d'un nouvel embauché. Et ensuite, toute une démarche d'accompagnement, c'est-à-dire, on va voir les nouveaux embauchés, on leur explique qu'ils ont le droit à un entretien, des négociations salariales tous les ans de par le Code de travail, et que la CGT, par exemple, s'engage à les accompagner systématiquement et, si possible, à faire du collectif. Parce qu'on est plus costaud collectivement quand on va voir le patron, en principe, que quand on y va tout seul. Et c'est quand même des questions qui sont compliquées, parce que dès qu'on parle de rémunération, c'est la problématique de négocier son contrat dès le départ et de pas tous avoir le même contrat. Tout le monde a peur de se dire, j'ai plus que les autres, ils vont le dénoncer, alors que avec notre grille salariale, nous, il n'y avait pas ces difficultés-là. Et c'est une démarche qu'on arrive à mettre en place, mais qui est compliquée et qui est très lente, honnêtement. Et Comment tu qui vis, est une... comment tu vis le rapport aux politiques? Puisque, bon, apparemment, tu as
fait le choix aussi de prolonger ton engagement syndical et associatif par un engagement politique. Comment ça s'articule tout ça dans l'entreprise? Comment tu vis les choses et qu'est-ce que tu as envie de faire partager, disons, sur ce que ça peut t'apporter, te nourrir et te permettre, je dirais, d'être un petit peu moteur de la poursuite de tes différents engagements. Là, pendant très longtemps, j'ai été confronté dans les réunions, quand j'étais plus jeune, dans les réunions, par exemple, délégués du personnel, du comité d'entreprise, voire même dans les échanges avec les collègues ou la direction, où on nous opposait souvent, où on nous disait par exemple, oui, mais attention, là, vous sortez du cadre, vous faites de la politique. Et nous, on dit non, on fait pas de la politique, on agit et on fait nos analyses en lien avec ce qui nous est imposé. Et qu'on le veuille ou non, à la SNCF, les évolutions qui nous sont imposées ont toujours toutes été issues du politique ou des politiques. Et donc, dans une entreprise comme la SNCF, ne pas, euh, ne pas réfléchir politiquement ou ne pas avoir d'analyse politique sur ce qui se passe et sur les conséquences qu'elles ont pour l'entreprise, on fait qu'à un moment, je me suis dit, pour être cohérent, si on veut arriver à agir, on va dire, sur les deux bons canaux dans l'entreprise avec mon engagement militant syndical, pour, en premier lieu, souvent, c'est la représentation du personnel, c'est aider des collègues, c'est les défendre, mais c'est aussi porter des projets d'évolution de l'entreprise, d'évolution juste d'un service, d'améliorer les choses, et lui donner une continuité, on va dire, dans la vie publique, et d'arriver arriver à avoir des avancées, souvent bien plus locales, hein, parce que c'est l'engagement politique commence toujours, je dirais, en proximité principalement. Il n'y a pas de, bien sûr que avoir des représentants, je sais pas, au Parlement, c'est plutôt une bonne chose, mais au moins un minimum de se dire, je pourrais peut-être au moins agir sur le périmètre de ma commune, sur le périmètre de la région, pour aller nous porter ce qu'on a apporté syndicalement, mais sur le volet politique, justement, à nos représentants politiques, que ce soit la région dans le cadre du TER, que ce soit la mairie de Bègle dans le cadre du triage d'Ourcade ou du député dans le cadre justement du triage d'Ourcade qui est sur la circonscription. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait agir? Ou les alarmes qu'il y a à lancer en disant il faut faire remonter les choses qui pourraient se passer à court terme, ont fait qu'à un moment, je me suis dit bon je vais aller dans un parti dans un parti politique. Donc j'ai choisi d'aller au Parti communiste français et de regarder comment je peux articuler mon investissement syndical avec le lien politique qui est fait. Après, c'est de l'engagement. C'est c'est effectivement du temps et ça demande de l'organisation entre la vie professionnelle, la vie personnelle, mais en se coordonnant, on arrive à faire les deux et j'aurais tendance à dire, on nourrit nos connaissances syndicales quand on découvre le monde politique et on nourrit aussi les échanges politiques et le fait politique, des fois, de nos pratiques syndicales et de comment on travaille syndicalement. Ça s'oppose pas du tout. Il faut trouver, les bonnes articulations et les bons liens pour qu'il n'y ait pas d'opposition, mais euh, c'est pas des. J'ai jamais vu de frein à mon activité syndicale qui m'était imposée par mon parti et inversement. Je trouve plutôt que ça se complète et que ça permet de mieux essayer de mieux diffuser ce qu'on voudrait faire, vers quoi voudrait aller et de plus défendre le service public. T'as tracé des pistes de perspective parce que on assiste à une période de déconstruction à la fois des structures des entreprises dans lesquelles on travaille et puis des acquis et des conquis sociaux. Et en même temps, tu rappelles, et tu as rappelé tout à l'heure avec juste raison, que la SNCF n'existait pas avant 1938 et qu'elle était au contraire, enfin, tout le secteur du transport était quelque chose de très éclaté et y compris avec des conditions de travail, des conditions salariales, des conditions statutaires qui étaient très différentes, me semble-t-il, hein, en fonction, je dirais, des propriétaires et des patrons de ces entreprises. Toute proportion gardée,
on est d'une certaine manière confronté un petit peu à ce genre de situation où effectivement on est amené à peut-être collectivement réfléchir et justement ça peut peut-être permettre d'intégrer ces jeunes salariés nouveaux qui intègrent l'entreprise dans des conditions beaucoup plus, dans des statuts différents, dans des rapports à la structure différentes. Hein. Là, je pense aux intérimaires, je pense aux sous-traitances, etc. Comment on peut construire un projet global ou un projet intégrateur, tu l'as évoqué comme ça, mais le construire en partant, je dirais, des acteurs d'aujourd'hui. Est-ce que ça ouvre pas des pistes assez extraordinaires et peut-être aussi ça redonne pas, je dirais, comment dire, des perspectives à tous ces acteurs, à tous ces êtres humains d'aujourd'hui, ces jeunes d'aujourd'hui, finalement, leur rôle de créateur, au bon sens du terme, c'est-à-dire de bâtisseur. Hein, il y a Fernand Léger qui utilisait cette grande figure, bâtisseur du monde de demain, mais bâtisseur de leur monde d'aujourd'hui. Est-ce que là, on n'a pas une piste justement assez extraordinaire pour restituer au monde du travail, je dirais, son rôle et des grandes perspectives justement de transformation pour l'avenir? Comment tu vis les choses à ce niveau-là? Mais, c'est plutôt marrant ce que tu dis parce que c'est, on- ça nous ramène ce qu'on a parlé il y a quelques instants sur le clivage qu'arrive à mettre en place l'entreprise ou dans les services entre les nouveaux embauchés, qui sont principalement des jeunes, les agents Hmm. statutaires, qui sont pour beaucoup, on a une pyramide des âges, qui sont pour beaucoup quand même des quadras et des quinquas, et où entre les différences de contrat, la différence de génération font que c'est pas toujours le plus simple de discuter. Et donc hier, on avait une grosse journée d'action unitaire sous forme d'ultimatum à notre direction gouvernement pour les suites qu'on pourrait donner, et où on réunit par site tous les cheminots à venir échanger. Et là où on a eu quelques surprises, c'est que il y a des endroits où on a habituellement un noyau militant dans les organisations syndicales qui est plus issu des cheminots statutaires avec de l'ancienneté, qui ont toujours expliqué que bon, la lutte c'est compliqué, mais qu'on s'en est toujours sorti, et surtout quand on agissait collectivement et unitairement. Et là, on voit une espèce de petit changement où on a affaire à des anciens qui sont plus dans la résignation que les jeunes, et notamment sur un sujet, c'est ce sujet du fret. Beaucoup plus lié, d'ailleurs, pour eux souvent, aux enjeux environnementaux, qu'à la gabegie financière ou à la casse d'un service public. Mais en se disant, c'est pas possible qu'aujourd'hui, on nous dise qu'on va refaire ce qui a été fait en 2006 et qui n'a pas fonctionné. L'ouverture à la concurrence du fret devait permettre de doubler la part de marchandises transportées par fer. C'était 20% en 2006, en 2000, pardon. Quand on fait le résultat aujourd'hui, c'est 10%. C'est-à-dire qu'au lieu de doubler cette part, on l'a divisé par deux. Et là, on nous dit avec la même recette, c'est-à-dire on va filialiser le fret SNCF, on va le scinder en deux parties et on va doubler nos volumes. C'est le discours. Et ça devient trop gros à leurs yeux. Ils disent non mais là, par contre, c'est pas possible. On se moque de nous. La planète flambe. Il y a des enjeux très importants. Et sur cette question-là, c'est pas possible que ça aille dans ce sens-là. Et on a senti, on sentait quelques jeunes qui disaient mais là-dessus, enfin, rien que là-dessus, faudrait aller à la bagarre. Ils sont ils sont moins, on dira qu'ils sont moins abrupts dans leur analyse sur l'ouverture à la concurrence dans le voyageur, Mhm. quelque part. Disant, ça va pas améliorer les choses, mais ça va pas casser le transport de voyageurs. Même s'ils sont conscients de certains enjeux peut-être, mais sur la partie fret, sur la partie lien écologique, on sent qu'il y a cette petite émulation. Donc, il faut qu'on le travaille, mais euh, je je suis pas inquiet outre mesure sur la capacité, je dirais, des cheminots, mais même des jeunes cheminots à faire en sorte que le transport public reste public et surtout de bonne qualité dans le pays. Le truc, c'est qu'il faut qu'on arrive à se mettre en ordre de bataille tous ensemble. Il y a eu un premier pas qui a été fait hier. Je pense que il y aura quelques autres pas qui vont être mis en œuvre à partir de la mi-décembre. Là encore une fois.
j'aurais tendance à dire, euh, l'hôpital public ne sera pas sauvé que par les hospitaliers, la SNCF ne sera pas sauvée que par les cheminots, j'en suis quasiment convaincu. Donc, on a aussi du travail à faire, je pense, au quotidien, syndicalement, mais là aussi, ça fait le lien avec le politique, pour expliquer que les cheminots ne sont pas sur la défense d'un précaré ou de droit ou de devoir, mais concrètement aujourd'hui sur la sauvegarde d'un service public. Et voilà, c'est pour ça que je fais le parallèle avec que ce soit l'éducation ou que ce soit la santé. Euh, j'aurais tendance à dire, c'est une responsabilité collective qui nous impose. Et c'est ce qui fait que l'engagement politique permet d'avoir conscience de ça, d'aller aider là-dessus, d'être plus en lien là-dessus. Et que malheureusement, des fois, même syndicalement, on est un peu enfermé dans notre monde professionnel et il faut regarder ce qui se passe ailleurs parce que malheureusement, les salariés sont quand même, les salariés subissent toujours les mêmes recettes libérales, quelles que soient les entreprises et quels que soient les statuts. Et j'ai envie de Donc, dire, peut-être si tu as quelques mots là-dessus, quelles sont les coopérations éventuelles que vous avez au niveau européen avec les autres secteurs de cheminots ou les autres secteurs de transport? Parce que c'est vrai que là encore, comme on réfléchit toujours, enfin, on nous amène toujours à réfléchir en termes de concurrence, en termes de concurrence rail, route, etc. Est-ce qu'on arrive à construire des rapports, je dirais, de complémentarité entre le rail et la route, avec des objectifs, comme tu les as évoqués, environnementaux ou simplement d'amélioration du service que l'on rend, qu'il soit privé ou public d'ailleurs, et comment on arrive à travailler peut-être avec d'autres. Bon, je sais qu'il y a des rapports hein, qui existent au niveau international et entre les syndicats, les grandes organisations syndicales de cheminots, mais au-delà de ça, parlons effectivement du grand secteur des transports. Comment, effectivement, est-ce qu'il y a des choses qui s'amorcent dans ce secteur-là? alors, ouais, oui, on a notamment, par exemple, alors on a quasiment toutes les organisations syndicales de cheminots en France, là, que ce soit la CGT, Sudrail, l'UNSA, la CFDT. On est tous adhérents d'un organisme européen qui s'appelle l'ETF et Mhm, qui est justement un regroupement des syndicats du ferroviaire en Europe. Et la dernière initiative de l'ETF où j'ai eu la chance de participer, par exemple, c'était une Euromanif à Bruxelles en décembre dernier qui consistait à dénoncer ce qui se passe partout en Europe, c'est-à-dire l'ouverture à la concurrence. Donc, il y a certains pays où ils dénoncent toujours parce que ils sont sur les pleines conséquences puisque ça a été mis en œuvre, où ils voient bien que ça n'a rien amélioré, ils dénoncent. Et d'autres pays comme nous, on est dans la démarche d'aller vers cette structuration. Donc, c'était une demande commune de tous les syndicats en Europe de dire on doit travailler l'interro- l'interopérabilité, interopérabilité. opérabilité, merci, entre les réseaux. Mhm, C'est ça qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on doit regarder comment on travaille mieux entre nous et comment on facilite les liaisons entre les réseaux et ne pas se faire de concurrence entre les réseaux. De la même manière que les syndicats proches de la CGT, de la RENFE, du réseau espagnol, mhm, dénoncent que leur direction veut aller chercher des marchés en France, nous dénonçons la branche Frigo qui au détriment de ce qu'elle pourrait améliorer sur le réseau français, va essayer de prendre des parts de marché en Espagne. Et donc on dit, nous, au lieu d'être en concurrence et de regarder ce qu'on peut prendre chez vous, il faut qu'on travaille tous ensemble à comment on fait pour faciliter le passage des frontières, comment on fait pour aller chez les autres. Donc ça existe de manière concrète au niveau du ferroviaire européen. Ce qui est très compliqué, par exemple, et là on a du travail à faire, c'est typiquement, c'est arriver à avoir un travail cohérent entre, par exemple, la Fédération CGT des cheminots et la Fédération CGT des transports, ou même mhm. en interne, c'est pas simple, c'est pas compliqué, c'est très compliqué parce que forcément, moins de camions, c'est pas quelque chose qui va faire plaisir aux syndicats du transport. Donc, il faut arriver à travailler des coopérations. Ça reste très compliqué, mais il faut vraiment qu'on avance là-dessus, parce qu'encore une fois, c'est le patronat et c'est les politiques libérales qui en tirent les marrons du feu, puisqu'ils ils arrivent à entretenir un clivage qui met en opposition le transport ferroviaire et le transport routier, alors que
quand on sait travailler, c'est là où c'est dommage, c'est que quand on arrive à se parler, on sait travailler des vrais projets. On a réussi déjà à travailler des vrais projets où on peut mettre en place des plateformes de fret où les grandes distances sont faites par train et ensuite c'est du ferroutage, c'est-à-dire que les containers passent sur les camions pour l'acheminement local. Donc on arrive à le faire, mais très très compliqué et ça va nécessiter qu'on ait encore plein d'échanges, et notamment entre les mondes de transport et casser cette opposition entre les salariés, parce que c'est toujours comme ça qu'on arrive à opposer. Écoute, ça fait 1 heure et quart que l'on échange. Est-ce que tu vois des choses complémentaires à nous faire partager ou sinon on peut aussi se revoir dans quelques mois ou autre pour faire un point sur les évolutions et poursuivre justement un petit peu l'échange, quoi. Écoute, alors, je serais ravi de revenir dans quelques temps. Et pour les gens qui nous écoutent, j'aurais tendance à dire que quelle que soit l'entreprise dans laquelle on est, renseignez-vous, syndiquez-vous, engagez-vous dans un collectif parce que c'est plus facile de comprendre les choses quand on les échange. Parce que des fois, on ne peut pas tout savoir sur tout et que quand on a mal compris quelque chose, on a la chance d'avoir quelqu'un à côté qui nous explique. Qu'on est toujours plus costaud vis-à-vis de nos interlocuteurs quand on a un vrai collectif et qu'on demande la même chose. Et vis-à-vis du monde ferroviaire, je dirais, n'hésitez pas à regarder sur Internet, on trouve beaucoup de choses. N'hésitez pas à regarder ce qu'explique en ce moment, notamment l'intersyndicale au niveau de la SNCF, parce qu'on nous reproche souvent de ne pas porter les mêmes choses. Et là, on est très en lien sur l'avenir de l'entreprise et en sortant du monde ferroviaire, de dire qu'attention, ce qui fait la richesse de notre pays, hein, nos services publics, notre système intergénérationnel, ne pas penser qu'on peut le laisser se sauver par les seuls salariés concernés. Il faut participer massivement quand il y a les grandes journées unitaires et il faut s'engager, quoi. Ben écoute, sur ces mots, je pense que je vais te remercier beaucoup pour tout ce que tu nous as fait partager. Et puis, je te dis à très bientôt dans d'autres rendez-vous militants. Ça marche. Merci beaucoup, Dominique. Merci Joël, à bientôt. Ouais, au revoir. Attends, je vais...